Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre libyen nommé par le Parlement, Fathi Bashagha, visé par un mandat d'arrêt. Un mandat émis par le procureur militaire après les affrontements survenus à Tripoli. Des violences qui ont fait au moins 32 morts et 159 blessés. La visite de travail en Tanzanie du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi. À l'issue de ce séjour, le diplomate a salué les actions entreprises par les autorités tanzaniennes pour assurer la protection des réfugiés. Et puis, retour sur la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, au Congo et au Gabon. L'enjeu de ce déplacement, favoriser le développement de ce sport dans ces deux pays d'Afrique centrale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction l'Angola, où le parti d'opposition UNITA a contesté les résultats définitifs des élections législatives. Des résultats donnés ce 29 août par la Commission nationale électorale et selon lesquels le parti au pouvoir est arrivé en tête, ouvrant ainsi la voie à un second mandat pour le président João Lourenço. Dans les détails, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola a obtenu 51,17% des voix. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola a quant à elle recueilli 43,95% des suffrages, mais le parti d'opposition ne reconnaît pas ces résultats. Le secrétaire général du parti a indiqué qu'un recours sera déposé auprès du tribunal constitutionnel. Toujours selon la même source, le mouvement n'aurait pas reçu la copie du procès-verbal du dépouillement. En Libye, le Premier ministre sortant Abdelhamid Dbeibah a haussé le ton après les affrontements survenus à Tripoli dans la nuit du 26 au 27 août. Le chef du gouvernement, qui refuse de céder le pouvoir, a déclaré avoir pris des mesures dont la première est, je cite, de poursuivre en justice toutes les personnes impliquées dans l'agression. Sur cette liste figure son rival Fathi Bashagha qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Les précisions de Nathalie Mou. Le tribunal militaire du gouvernement d'union nationale libyen a émis un mandat d'arrêt et une interdiction de voyager contre l'homme politique Fathi Bashagha le 29 août 2022. Fathi Bashagha est accusé d'avoir mené une offensive militaire contre l'exécutif du 27 au 28 août 2022. Un attentat et une entrave à la stabilité, selon des termes du chef du gouvernement Abdelhamid Dbeibah lors d'une adresse à la nation le 28 août 2022. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont la première est de poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans l'agression militaire et civile. Ceux qui ont lancé l'agression sur Tripoli sont complices d'agendas internationaux qui ne veulent pas de stabilité pour le pays. Nous avons chargé le ministère de la Défense d'accélérer un plan global pour retirer les camps du centre-ville. L'agression a pris fin de manière irréversible. Si les autorités annoncent le retour au calme, le bilan des affrontements entre les forces gouvernementales et des milices pro-Bashagha soutenues par le Parlement de Tobrouk est important. Les données officielles font état de près de 40 décès et plus de 150 blessés. Le ministère de la Défense de Libye envisage de renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme. Dans le même temps, le Premier ministre Dbeibah souhaite le retrait de son rival des pourparlers de paix afin de résoudre la crise libyenne. Dans le contexte actuel de la Libye, exclure une partie en vue de pouvoir organiser des élections, c'est comme mettre du sparadrap sur une plaie interne. Il faut envisager d'inclure tout le monde dans le processus, quitte à prendre le temps qu'il faut pour sécuriser la Libye en vue d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Les violences observées en Libye se sont soldées par l'échec de la deuxième tentative de renversement du gouvernement menée par Fathi Bashagha depuis mai 2022, rapportent des médias locaux. Le chef du gouvernement Abdelhamid Dbeibah refuse de céder le pouvoir à son rival Fathi Bashagha, pourtant nommé Premier ministre par le Parlement depuis février 2022. Après l'Ouganda en 2021, c'est au tour du Gabon d'accueillir la Semaine africaine du climat. Dirigeants politiques, représentants de la société civile ou encore membres d'organisations internationales sont réunis à cet effet à Libreville et ce jusqu'au 2 septembre prochain. L'occasion pour eux d'explorer entre autres des partenariats pour répondre aux défis urgents du changement climatique. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou.
Le président de la République du Gabon a lancé officiellement les travaux de la Semaine africaine du climat ce lundi 29 août 2022 à Libreville. Face aux plus de 1000 représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du secteur privé, des ONG de plus de 60 pays, le chef de l'État gabonais a rappelé son intérêt pour la problématique de l'environnement depuis son arrivée à la magistrature suprême en 2009. En effet, plusieurs réformes ont permis de jeter les bases d'une économie à faible émission de carbone. D'ambitieuses mesures ont été mises en place pour réduire drastiquement l'impact environnemental des secteurs forestiers, agricoles, énergétiques et pétroliers. En outre, nos efforts sur la question de conservation ont résolument contribué à élaborer des solutions basées sur la nature afin de répondre de manière efficace à ce fléau qu'est le changement climatique. Aussi, sommes-nous désormais considérés comme le pays le plus positif en matière de carbone au monde. La Semaine africaine du climat 2022 est une étape considérable en vue de faire avancer l'agenda climatique. Durant 5 jours de travaux, différents panels de haut niveau sont prévus. L'occasion pour les experts d'exposer leurs stratégies en vue de la COP27 qui s'annonce en Égypte. Ces assises sont aussi le lieu de rappeler l'urgence climatique à laquelle la planète est exposée, ainsi que le rôle capital que l'Afrique devrait jouer. Le dernier conclave de cette rencontre avait réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour rédiger un accord destiné à sauver la planète du changement climatique. Malheureusement, la rencontre de Copenhague, dont les décisions étaient tant attendues, ne fut pas le moment décisif que les peuples du monde espéraient. Au contraire, les intérêts souverains de chaque pays ont prévalu sur l'intérêt général. Ainsi, j'ai décidé que mon pays adopterait des mesures concrètes et immédiates pour lutter efficacement contre les changements climatiques. La Semaine africaine du climat de Libreville est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour le climat, en collaboration avec les partenaires mondiaux tels que le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le groupe de la Banque mondiale. Elle implique également l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il était en déplacement en Tanzanie. Après une visite de 3 jours, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué les efforts déployés par le gouvernement tanzanien pour assurer la protection des réfugiés. Parmi les actions entreprises par les autorités, la mise en place de formations professionnelles dans le domaine du jardinage, notamment. Les détails avec Gladys Momba. La Tanzanie, félicitée pour son accueil des réfugiés. Au terme d'une visite de 3 jours, Filippo Grandi a salué les progrès réalisés en Tanzanie en matière de protection des réfugiés. Et pour cause, le pays accueille actuellement plus de 248 000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement du Burundi et de la République démocratique du Congo. Un appel a été lancé pour un soutien accru des donateurs en faveur des solutions, telles que les retours volontaires durables. Depuis septembre 2017, quelques 142 000 réfugiés burundais sont rentrés volontairement au pays. Depuis 2017, des milliers de Burundais ont opté pour ce choix de rentrer volontairement. Et les défis de retour au pays pour ceux qui n'ont pas encore choisi de rentrer sont très souvent liés à des causes économiques, au manque de travail, au manque de terre et à d'autres défis de ce type. Et en plus, quelques problèmes de sécurité. Mais je crois qu'il y a plus de ressources au Burundi. Dans le camp de réfugiés de Nyarugusu, au nord-ouest de la Tanzanie, le gouvernement multiplie les efforts pour délivrer des actes de naissance aux enfants réfugiés, importante protection juridique, et pour assurer l'insertion sociale des réfugiés par des formations professionnelles telles que la couture ou le jardinage. Objectif affiché, acquérir des compétences pratiques pour se construire un avenir. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai aussi commencé à cultiver mon potager. Avant que je ne commence à planter ces légumes, mes enfants tombaient souvent malades à cause du manque de vitamines et de nutriments provenant des légumes. Lorsque mes enfants ont commencé à consommer ces légumes, leur état a changé. Toutefois, malgré les progrès réalisés, le manque de financement a un impact direct sur les efforts humanitaires sur le terrain. À ce jour, le HCR n'a reçu que 27% des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des réfugiés en Tanzanie.
Un mot de sport à présent avec le bilan de la visite du président de la CAF, Patrice Motsepe, au Congo et au Gabon dans le courant du mois d'août. Au programme de son déplacement, notamment des entretiens avec les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba. Selon un communiqué de la CAF, les discussions ont porté sur les perspectives de développement du football dans ces deux pays. Plus de précisions avec José Douglas. C'était au mois d'août 2022 où Patrice Motsepe a rencontré le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, et l'a remercié pour son encouragement en faveur de la construction d'académies footballistiques pour les jeunes et d'infrastructures sportives. Le président de la CAF s'est dit également impressionné par la passion du président Denis Sassou Nguesso pour le football ainsi que par son engagement à soutenir et à développer le football congolais. Il a également rencontré le ministre des Sports, M. Hugues Goué-Rondélé, le président de la FECOFOOT, le président de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, et M. Jean-Guy Blaise Mayolas, ainsi que les membres de son exécutif. Puis M. Patrice Motsepe s'est rendu au Gabon pour rencontrer le président Ali Bongo Ondimba. Il a été rejoint par le secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosango Omba, qui a tenu des séances de travail avec le ministre des Sports, M. Franck Guéma, le premier vice-président de la FEGAFOOT, M. Robert Mongolo Voulou, et les membres de l'exécutif de la FEGAFOOT. Le président Ali Bongo est un fervent supporter du football en Afrique. Le Gabon a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy en 2017. Nous avons également consacré du temps à discuter d'un certain nombre de problèmes et de défis auxquels est confronté le football au Gabon et en Afrique. Après son entretien avec le président Bongo, le président de la CAF a rencontré le président de la FECAFOOT, M. Pierre-Alain Mogangui, tout en soulignant: les défis du football gabonais devraient être résolus en conformité avec le cadre légal gabonais et dans le respect des dispositions et règlements de la CAF et de la FIFA. Au cours de ses deux visites au Congo et au Gabon, le président Motsepe a souligné qu'il était important de conclure des partenariats mutuellement bénéfiques avec le secteur privé et encourager les entreprises des deux pays à s'associer à la FECOFOOT, Fédération congolaise de football, et à la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football. Dans le reste de l'actualité, 7000 visiteurs et 150 exposants y sont attendus. Les 10 et 11 septembre prochains, le Dock Pullman de Paris accueillera la seconde édition du Salon Business Africa. Objectif, favoriser entre autres les rencontres d'acteurs économiques tout en assurant la promotion de la culture entrepreneuriale. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Mutombo Régis Katalayi, fondateur et CEO du Salon et projet Business Africa. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus que quelques jours avant l'ouverture du Salon des entrepreneurs africains, quelles sont vos attentes pour cette seconde édition et est-ce qu'elle sera différente de la première ? Alors, comme la première était véritablement un succès avec quelques imperfections, nous attendons encore plus de personnes avec une organisation améliorée forcément et encore plus d'entrepreneurs pour valoriser nos talents africains, ceux de la diaspora mais aussi ceux qui viennent d'Afrique. Et c'est le but de ce salon, valoriser nos talents et promouvoir l'entrepreneuriat africain. Alors, des conférences sont au programme de ces deux journées. Les thématiques sont variées. Justice, sport, médias ou encore politique. Comment est-ce que vous avez pensé votre programme ? Est-ce qu'il y avait une ligne directrice en particulier ? Dans les sociétés dans lesquelles on vit, nous sommes impactés de différentes manières. Par la justice, la technologie, mais aussi l'économie. Il était important pour nous de viser tous ces secteurs et afin d'impacter positivement nos populations et fournir des solutions à nos populations dans ces secteurs, dans l'entrepreneuriat, dans ces secteurs précis, dans le but d'impacter positivement la jeunesse africaine. Vous avez parlé tout à l'heure d'imperfection qui s'est déroulée l'année dernière. Ouais. Cette année, comment est-ce que vous êtes organisé niveau logistique, en sachant que l'année dernière, beaucoup de visiteurs se sont plaints sur les réseaux sociaux qui n'avaient pas pu accéder à l'événement parce que l'espace réservé était trop petit. Alors, effectivement, on a eu des centaines de personnes qui n'ont pas pu bénéficier des opportunités qu'on voulait offrir à la population africaine. On a eu malheureusement une programmation qui a été très importante le samedi, différente le dimanche, avec une billetterie qui était pas gérée comme on aurait dû. En tout cas, aujourd'hui, c'est une billetterie limitée pour cette deuxième édition.
Et c'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de prendre leur billet en avance. Il n'y aura pas de billets sur place, c'est des billets qui sont pris en avance et c'est là où on attend 7000 personnes. Vous avez récemment déclaré qu'il y a plus d'entrepreneurs sénégalais, maliens, ivoiriens que congolais. Sur quelles statistiques vous êtes fondé pour déclarer ces propos? Alors, on s'est basé clairement sur les statistiques que nous avons, sur la base de données de Business Africa. Et ce que nous avons pu constater, malheureusement, je l'ai dit, moi étant congolais, que mes frères congolais, on devrait être plus, et mes frères et sœurs congolais, on devrait être plus à saisir ces opportunités que les Sénégalais s'offrent. Ils s'offrent ces opportunités, ils ont la possibilité de pouvoir en bénéficier. Les Maliens aussi, les Ivoiriens aussi, les Camerounais aussi. Il faudrait que les Congolais aussi saisissent les opportunités qu'on crée au Salon Business Africa. Ça veut dire qu'il y a un manque d'implication aussi quelque part de la part du gouvernement pour développer des stratégies Effectivement, mais ce n'est pas seulement la faute du gouvernement. Je pense que c'est à nous aussi, en tant que jeunes Congolais, de prendre conscience des réalités auxquelles nous faisons face. Les Sénégalais le font, les Maliens aussi. Et il est important que les Congolais aussi le fassent de manière beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a déjà des acteurs économiques congolais, il y a des entrepreneurs congolais, il y en a beaucoup, mais nous ne sommes pas assez sur ce type d'événement. Qu'est-ce que vous proposez justement pour changer les choses? Justement, pour changer les choses, nous avons un partenariat avec le Congo Synergy Club qui réunit des centaines d'entrepreneurs congolais. Le but, c'est de pouvoir aussi les mettre en lumière, les mettre en avant, parce que le Congo a beaucoup de créativité, a beaucoup de talent. Il est important pour nous aussi de les mettre en avant. Et ce partenariat avec le Congo Synergy Club va dans ce sens. En parlant de la jeunesse, en Afrique, beaucoup qui souhaitent devenir entrepreneurs se heurtent à des défis de taille, l'accès au financement notamment, mais aussi la lourdeur des formalités administratives. Est-ce qu'il y a eu une évolution avec l'avènement du coronavirus qui a peut-être amené les gouvernements à réagir? Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution. La jeunesse africaine et les entrepreneurs africains, de manière générale, sont un peu trop livrés à eux-mêmes. C'est à nous de proposer des solutions et éventuellement, à l'avenir, pouvoir les proposer ces solutions-là au gouvernement africain. C'est aussi aux États de proposer des stratégies quand même, Bien dans sûr. la mesure où c'est quand même synonyme de croissance économique et donc d'emploi. C'est à eux d'en prendre conscience et peut-être à nous aussi de déclencher cette prise de conscience. Merci beaucoup, Monsieur Mutombo Régis Katalayi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur et CEO du salon Business et Projet Business Africa, qui se tiendra du 10 au 11 septembre prochain au Dock Pullman de Paris. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.